Merci de cette invitation. Merci, Monsieur le Président. Alors, je ne me permettrai pas de conclure, parce qu'il n'appartient qu'au Président de conclure cet exercice, mais c'est vrai que votre intervention est quand même particulièrement éclairante sur les enjeux qui sont les vôtres et la manière dont vous les appréhendez. En tout cas, un grand merci pour votre invitation. En réalité, on s'est vu déjà un petit bout de temps et la situation n'était vraiment pas identique. Par conséquent, la question, en fait, les questions que vous m'aviez posées à l'époque se posent, je trouve, aujourd'hui dans des termes un petit peu différents et sans doute encore plus favorables pour vous, d'ailleurs. Quand vous m'avez invité, il était déjà évident que je répondrais positivement. Et même dans cette période très compliquée, puisque effectivement la préparation du grand débat national est extrêmement chronophage, j'ai quand même souhaité venir devant vous parce que vous êtes une filière que quand j'étais déjà secrétaire d'État à l'écologie, je défendais déjà. Simplement parce que l'intérêt écologique de la filière est évident. Et dans le discours du Grenelle de l'environnement, en 2007, il y avait la partie de mesures qu'on avait proposées, mais il y avait surtout des principes qu'on avait essayé de poser à l'époque. Et il y avait un principe qui était l'inversion de la charge de la preuve. À savoir que ce n'est pas aux filières, aux mesures, aux politiques qui ont un intérêt écologique de faire la preuve de leur intérêt, mais à l'inverse, au secteur ou aux filières non écologiques, de prouver en quoi il est préférable d'investir dans ce domaine et pas dans un autre. Or, dans votre secteur, l'intérêt écologique est évident, vous l'avez rappelé dans votre intervention. Il est évident sur le plan écologique, il est évident sur le plan économique et stratégique, puisque l'indépendance quand même alimentaire va devenir un enjeu majeur dans les années à venir. Donc il y a quand même énormément d'éléments qui ont toujours fait que votre filière devait être effectivement défendu et était un des symboles finalement de ce principe qu'on a essayé de poser dans le Grenelle. Alors malheureusement, on va être clair, ce principe est resté quand même lettre morte. Et effectivement, si on avait demandé le fameux rapport à Bernard Chevassus-Louis, c'était aussi pour essayer de donner des évidences économiques à l'intérêt écologique des différentes filières. Et ce rapport est extrêmement intéressant parce qu'il pointait du doigt le fait qu'il y avait certains éléments pour lesquels on était incapable de donner une valeur économique. Par exemple, les espèces remarquables. Mais y compris, par exemple, pour les prairies, puisqu'il avait pris la question des prairies en exemple dans son rapport, on arrivait in fine à des situations complètement aberrantes où, dans certains cas, il était effectivement préférable de construire plutôt que de conserver la prairie, parce qu'il y avait beaucoup d'éléments qu'on n'arrivait pas à valoriser dans cette prairie. Et donc, ça montrait tout l'intérêt de continuer les travaux et de poursuivre notre engagement dans ce domaine. Ça montrait aussi que finalement, le système économique a lui-même ses propres perversités et que le système économique peut aussi conduire à des décisions qui vont à l'encontre des intérêts même de la société. Et c'est là où le politique doit jouer son rôle et c'est là où le politique ne doit pas être systématiquement dans la main des intérêts économiques qui vont à l'encontre de la société. Deuxième élément que je trouve extrêmement intéressant, que j'ai toujours trouvé très intéressant dans votre filière, c'est la territorialisation. C'est-à-dire que votre filière, c'est évidemment l'intérêt de la France par rapport dans le domaine de son indépendance agricole et alimentaire. Et c'est aussi la reterritorialisation d'un système de production. Or, cette demande-là, aujourd'hui, elle est de plus en plus forte. Elle est beaucoup plus forte qu'en 2007-2010, quand on évoquait déjà ces sujets. Elle ressort, je préside la Commission nationale du débat public, et donc c'est un élément qu'on voit, nous, dans tous les débats qu'on a pu organiser. On a fait depuis 20 ans 94 gros débats publics. C'est-à-dire que c'est les débats qui sont vraiment pilotés par la CNDP, la Commission nationale. Et puis en plus, il y a toutes les parties de concertation dont on garantit la qualité. Mais sur ces 94 grands débats publics, il y a une évolution majeure au cours de ces, on va dire, 4 dernières années. C'est extrêmement récent. C'est l'exigence de territorialisation de toutes les politiques. Et dans un débat très récent qui était celui sur la programmation pluriannuelle de l'énergie, un débat qui est revenu dans l'actualité, mais je vous en dirai plus tout à l'heure. C'était une des conclusions majeures des citoyens, à savoir
Nous souhaiterions que cette politique soit maintenant vraiment conduite à l'échelle des territoires et qu'il y ait une vraie liberté à l'échelle des territoires pour développer tous les systèmes, y compris les systèmes d'autoconsommation et d'autoproduction. Et c'est assez intéressant parce que cette demande-là, là c'est dans le domaine énergétique, mais c'est vrai dans les autres domaines, elle va évidemment à l'encontre d'un système qui est très centralisé. Alors dans le domaine énergétique, c'est une évidence. Et si il a toujours été répondu non à cette demande d'autoconsommation, c'est aussi parce que ça allait à l'encontre d'un système de production industrielle extrêmement centralisé. Donc, deuxième aspect, c'est vraiment la partie territorialisation. Et là, je pense que vous avez beaucoup d'arguments à faire valoir sur la territorialisation dans le débat politique actuel. Et puis le troisième élément qui était posé, c'est finalement, est-ce qu'on arrivera à faire reconnaître ces services écosystémiques? Qui va nous défendre? C'est un peu ça l'idée quand même, hein, si j'ai bien compris. Qui va porter notre parole? Aujourd'hui, la parole de la société a changé aussi radicalement dans ce domaine-là. Auparavant, c'était un petit peu le politique qui disait, bon, il faut qu'on avance dans le domaine de l'environnement, il faut qu'on prenne des décisions. Il y a effectivement, et ça a été rappelé tout à l'heure, une grande partie des entreprises qui ont vraiment pris en main ce sujet et qui sont très très porteuses. Surtout les entreprises qui sont dans les infrastructures et dans les investissements à long terme. Parce que c'est une obligation pour elles d'anticiper les risques climatiques, mais pas que, les risques d'avenir. Et aujourd'hui, il y a une demande sociétale extrêmement forte aussi pour ces évolutions. Et ça se voit dans, évidemment, les consommations de produits, alors bio ou pas bio, ou de proximité. Ça se voit énormément. Ce sont des progressions qui sont à 2 chiffres et qui ne concernent pas que les Parisiens. Et j'insiste sur ce point. Si à Paris, la logique, c'est de dire on veut du bio, en province, il y a beaucoup de demandes sur des produits de proximité, des produits régionaux. La valeur du territoire, aujourd'hui, est revenue extrêmement forte. Et je disais que le problème se pose en des termes différents, puisque le mouvement social qui s'est exprimé depuis quelques semaines maintenant, en fait, s'exprimait depuis longtemps. Il n'est pas récent, ce mouvement social. Il a été silencieux pendant longtemps, et là il s'exprime avec force. Et ce mouvement social, ce serait une hérésie de le réduire à des mouvements d'extrême, qui seraient de l'extrême gauche ou de l'extrême droite, parce qu'il y a un peu une tentation politique parfois de dire tout ça est en train de s'apaiser, parce que finalement c'était les extrêmes qui manipulaient. La réalité, c'est que ça témoigne de situations réelles, ça témoigne de situations croissantes, de personnes qui travaillent, qui font tout comme il faut, et qui, à la fin du mois, se retrouvent chaque mois avec de moins en moins de ressources et qui ont de plus en plus de mal à boucler leur fin de mois, à voir quel avenir ils vont offrir à leurs enfants. Donc c'est une demande qui est extrêmement profonde, qui est la demande un peu des territoires par rapport à Paris. On retrouve très fortement ce clivage entre les territoires et Paris. Il y a peu de gilets jaunes dans Paris. Les gilets jaunes viennent à Paris, mais il y a peu de gilets jaunes dans Paris. Et donc c'est un mouvement extrêmement intéressant aussi sur cette exigence maintenant de répondre à une attente sociale, à une attente sociétale qui est extrêmement forte, qui a été très silencieuse et qui s'exprime aujourd'hui et qui va dans le sens, effectivement, globalement, politiquement, qui va dans le sens d'une territorialisation, d'une reconnaissance des vrais services et de ne plus se faire laminer par des décisions qui sont prises pour des intérêts économiques qui sont souvent, qui nous dépassent en général assez largement. Et je le dis avec d'autant plus de facilité que dans la préparation du fameux grand débat public qui a déjà commencé d'ailleurs à l'échelle des mairies, notamment à l'initiative de l'Association des maires ruraux de France, on aura la confrontation à un moment ou à un autre avec certains décideurs, et par exemple avec Bercy. Il y aura la confrontation à un moment ou un autre avec Bercy, qui est très peu porteur dans ce débat, qui va effectivement à reculons, et c'est normal, parce que là, ça remet complètement en question tout le schéma financier et toute la problématique de gestion de la dette française. Mais l'écoute des territoires, ça va être une exigence pour l'ensemble des administrations, pour l'ensemble les politiques qui sont déjà en réalité très souvent à l'écoute des territoires, et notamment les élus locaux. Et donc c'est un débat qui est très sain, je trouve, même s'il a été extrêmement violent, même si les symboles de la République ont été attaqués. C'est un débat très sain dans les questions qu'il pose
globalement à la société et qui peut tout à fait contribuer effectivement à faire enfin émerger des messages, parce que votre combat, alors j'aime pas le terme de combat, c'est assez... votre engagement, ça fait quelques années que vous le portez. Ça fait quelques années que vous essayez de faire entendre des évidences. Et donc, comme c'est un temps d'écoute, c'est aussi, il faut aussi saisir l'occasion de ce débat, de ce grand débat national, pour vous faire entendre. C'est-à-dire, n'imaginez pas vous faire entendre que dans le cadre du débat de la PAC, parce que la PAC, en fait, c'est quand même perçu par le grand public comme quelque chose de très technique, qui est réservé à des experts. D'ailleurs, vous avez eu tout à l'heure quelques mots. Je ne suis par exemple pas une experte de l'agriculture et des systèmes d'aide, et donc on perd très vite le public quand on parle de la PAC. Par contre, dans le grand débat national, il y a une vraie place à prendre pour évoquer ces sujets, pour évoquer ces questions, pour montrer tous les intérêts, effectivement, d'une production agricole qui répond finalement à toutes les attentes de la population. Et ceci d'autant plus que sur le grand débat national, sur le grand débat public, la révolte des Gilets jaunes, pareil, ce serait une erreur de dire que c'est une révolte contre l'écologie, contre l'environnement. C'est pas ça le sujet. Le sujet qui a été pointé du doigt, c'est que l'accumulation de charges contraintes, effectivement, de charges contraintes pour tous les foyers, fait qu'à un moment, ils n'en peuvent plus. Fait qu'à un moment, c'est pas en soi la taxe sur la taxe carbone, c'est l'augmentation globale du prix de l'essence, c'est l'augmentation globale du prix des loyers, du prix de l'alimentation et de toutes les charges contraintes qui pèsent sur les foyers. Et par conséquent, effectivement, ne réduisons pas, parce que politiquement c'est assez facile de réduire cette opposition à c'est l'environnement versus la société. Non, c'est pas ce que nous dit la société, donc faut pas se tromper de diagnostic. Elle nous dit, OK, on paye des taxes, mais on aimerait bien savoir à quoi ça sert. Et puis, même si on sait à quoi ça sert, on en paye beaucoup, et puis finalement, ça bénéficie à d'autres, parce que nous, quand on vit dans un territoire rural, on paye beaucoup de taxes, on paye beaucoup d'impôts, mais les services publics ont disparu, la pharmacie a disparu, il n'y a plus de médecins, et ça, c'est le vrai sujet auquel les personnes sont confrontées. Donc, ça m'a fait plaisir de vous dire ça. Je ne fais plus de politique, je tiens à le dire. Je ne fais vraiment plus de politique, je n'appartiens plus à aucun parti. Je préside une autorité qui est une autorité totalement neutre et totalement indépendante et très sourcilleuse de son indépendance, et qui, effectivement, pour l'organisation de ce grand débat national, est extrêmement vigilante sur la neutralité et le fait que ce débat ne soit pas l'occasion, dans le cadre d'une campagne pré-européenne, de bâillonner la parole des citoyens ou de l'orienter et de ne pas les écouter. Ce grand débat, ça doit être l'occasion, vraiment, si on est sincère, de l'écoute. C'est l'occasion pour les décideurs, c'est l'occasion pour la société aussi de se regarder droit dans les yeux et de mettre dans les mêmes salles des personnes qui sont des syndicats, des décideurs, des chefs d'entreprise, et en même temps des citoyens qui aujourd'hui se décrivent comme des citoyens ordinaires, et de les faire dialoguer, de les faire travailler ensemble sur certains sujets, et pas de les faire s'ignorer. Il faudrait éviter qu'on ait des enceintes d'experts qui discutent dans un coin et des enceintes du public qui discuterait ailleurs et qui ne dialoguerait pas. C'est vraiment un élément extrêmement important où la société française doit se regarder, et pas à une échelle nationale. Ce débat, s'il a lieu à une échelle nationale, n'aura aucun sens. Ce débat, il doit avoir lieu au plus près, dans les territoires, dans toutes les enceintes où on aura envie de porter ces questions, à l'échelle évidemment d'une mairie ou d'une collectivité, à l'échelle d'une association, à l'échelle de tous vos collectifs d'ailleurs qui pourraient souhaiter s'en emparer. Il faut surtout, notre proposition à nous, méthodologique, c'est pas des réunions qui seraient des grands-messes présidées par la Commission nationale du débat public ou qui que ce soit, où on aurait un tunnel de discours et finalement on n'écouterait personne à part sa propre parole. Non, c'est exactement l'inverse de ce que je suis en train de faire d'ailleurs. C'est au contraire un moment où on doit d'abord amener les citoyens à s'exprimer, recueillir leurs attentes, recueillir leurs problématiques et les écouter. Et ça, ce serait une grande première, surtout en France. Une grande première si les décideurs s'asseyaient dans les salles juste pour écouter.
et pas pour imposer leur parole. Et le dernier élément qui est vraiment pour nous fondamental, c'est que j'ai eu quelques membres du gouvernement qui m'ont dit qu'il faut en profiter pour faire de la pédagogie. Je leur dis, mais aujourd'hui, c'est le peuple qui vous fait de la pédagogie. Il ne faut pas inverser les rôles. Ce n'est pas une parole descendante aujourd'hui qu'on attend. On attend au contraire une parole ascendante. Et comment voulez-vous que les citoyens vous fassent confiance si vous-même, par votre attitude, vous montrez que vous ne leur faites pas confiance? Donc aujourd'hui, il faut vraiment, dans la logique du débat qui s'ouvre, inverser complètement la pratique traditionnelle en fait de la politique, celle que en tant qu'ancienne politique j'ai aussi pratiquée, et donc mais on n'était pas dans des niveaux de tension aussi importants, et il faut pas se leurrer, même si les mouvements évidemment sont moins forts, puisqu'en plus on arrive dans une période de Noël, la question de fond posée est toujours aussi forte et elle est toujours présente, et donc il est extrêmement important d'y répondre. Voilà ce que je voulais vous dire de manière très très courte, parce que vous m'aviez demandé de conserver un temps d'échange assez important, et donc je vous obéis. Et nous vous en remercions. Merci, on peut déjà applaudir Madame Joanneau.